Salut, c'est Quentin, Active Worker du coup qui parle. On teste un format de podcast dans lequel du coup je vais te parler euh, sans images, sans vidéo. Et aujourd'hui on va aborder un thème particulièrement douloureux pour beaucoup et c'est l'échec. Comment est-ce que tu gères un échec? Alors ce podcast, ça fait suite à un email que j'ai écrit il y a 2 jours sur, euh, sur une histoire personnelle que j'ai partagée sur le thème de l'échec, à la suite du résumé du livre How to Fail at Everything and Still Win Big de Scott Adams. Dans ce livre, en fait, Scott Adams, il va parler de tous ses échecs et à quel point, en fait, ils ont constitué une source d'apprentissage pour lui. Et donc, on a vu, en fait, dans mes emails privés, d'ailleurs, tu peux t'abonner, c'est le club privé Active Worker dans lequel je partage un email par jour. Et à travers ce livre que j'ai résumé, du coup, la semaine dernière, Scott Adams, il nous partage du coup ses enseignements euh, et à quel point en fait donc Scott Adams, pour te faire la faire courte, c'est un dessinateur de BD et en fait il a testé énormément de choses avant de réussir dans ce thème de dessin de BD. Il a été pour le coup ça a été un active worker, un actif très très polyvalent. Il a fait plein de jobs différents. Il a une carrière assez riche en expérience, pas forcément successful. Et donc il a testé des tas de business différents. Il a testé des business qui n'ont pas marché parce que soit ils étaient trop tôt, soit ils étaient mal faits, soit ça arrivait trop tard. Et voilà. Et en fait, à travers cette semaine sur ce livre, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que finalement, c'était pas des vrais échecs, ce dont il parlait. Il a eu des vraies difficultés. Par exemple, il avait un problème de dysphonie spasmodique. C'est quand tu as un problème en fait avec ta voix et que tu n'arrives plus à parler. Euh, il a pu surmonter ce problème, mais c'était entre guillemets, c'est un problème qui lui arrivait. C'est pas vraiment un échec entre guillemets. Et j'ai eu notamment une question d'un des active workers, c'était mais comment est-ce que tu fais pour surmonter un échec, un vrai échec? Et du coup pour répondre à ça, j'ai fait un mail il y a 2 jours sur comment quels avaient été mes plus gros échecs à moi personnellement. Et je me suis souvenu de mon premier échec, mais vraiment l'échec le plus fracassant. Et donc, je t'en dis 2 mots parce que c'est juste pour que tu aies un peu le contexte. Euh, et l'idée, c'est que je te raconte ça juste pour qu'on puisse réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur comment on gère un échec. Et c'est un échec un peu bête, mais en gros, j'étais à l'école primaire, je devais avoir 7 ans, et en gros, il y a une institutrice qui cherchait un volontaire pour construire une maquette d'un temple. Et moi, je me suis porté volontaire, mais en fait, euh, j'étais convaincu que j'allais être capable de faire une maquette incroyable en papier. Et la réalité, c'est que j'avais aucune idée de comment j'allais faire ça. Et j'ai juste levé la main pour faire le malin, entre guillemets. Un- c'était un peu une action d'ego. La réalité, c'est qu'il fallait livrer le truc 2 semaines plus tard et que 13 jours plus tard, j'étais la veille du projet et j'avais pas commencé. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai absolument pas les compétences pour construire cette maquette. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'ai fait un énorme rush. J'ai pris une feuille de papier, j'ai dessiné le temple, la plan du temple, vraiment en 2D sur la feuille de papier. J'ai réussi péniblement à mettre 4 feuilles à la verticale pour créer des murs, et puis j'ai fait un pavé en papier, donc avec un patron, et j'ai dit que c'était le temple et je l'ai mis au centre. Et je me suis pointé avec ça le lendemain, complètement à la bourre. Et j'ai fini évidemment le matin à la dernière minute cette œuvre incroyable. Et je me souviens que c'est vraiment le plus gros sentiment de honte que j'ai ressenti euh, en premier. C'est-à-dire de vraiment arriver avec un projet tellement nul que tu te dis que voilà, c'est un vrai échec, quoi. Et sur le moment, en fait, j'ai pas vraiment eu de grosse réaction. Les gens ont regardé ça et moi j'ai raconté péniblement un peu ce que j'avais essayé de construire en pointant bah voilà cet espace du temple c'est ça, etc. Et on peut dire que c'est vraiment un sentiment d'échec très fort que j'ai ressenti. Et
ce qui est assez rigolo, c'est que là, sur cet événement-là, on peut en rigoler en fait. On peut le voir a posteriori. C'est tellement loin qu'aujourd'hui, c'est plus rigolo et à la limite touchant que quelque chose de vraiment douloureux. C'était plus sur le moment où ça, entre guillemets, j'ai passé vraiment, j'ai un pic de stress tellement intense que j'avais pas envie d'y aller, quoi. J'avais pas envie d'aller présenter ce truc-là, mais il fallait faire quelque chose, il fallait y aller. Donc ouais, j'en ai tiré quelques leçons dans le mail. Leçon numéro 1, c'est ne pas s'engager dans quelque chose seulement pour l'image. Essayer de viser un résultat, essayer d'avoir en tête le process et d'être intéressé par ce process pour construire le produit que tu veux délivrer. Leçon numéro 2, c'est s'y prendre évidemment plus tôt, essayer de faire des itérations, pouvoir alerter si jamais tu n'arrives pas en fait à livrer ton projet. Et puis leçon numéro 3, c'est plutôt valable pour l'institutrice de l'époque, c'est toujours vérifier l'envie et le niveau de compétence des gens que tu vas prendre dans ton équipe pour construire un projet. Et là, en l'occurrence, elle a juste voulu déléguer un truc pour son cours, et en fait elle a pas du tout validé que j'étais motivé et que je savais de quoi je parlais et que j'allais être capable de faire ce truc. Et le point numéro 4, c'est que t'es pas ton projet en fait. Ça caractérise pas du tout l'échec, ça caractérise pas ce que tu es, ton identité. Et tout le monde, la semaine suivante, avait oublié cette histoire et était passé à autre chose. Parce qu'il y avait d'autres projets, il y avait d'autres choses. Et voilà, souvent, on a l'impression qu'on a une échéance qui arrive et qu'on va pas pouvoir passer cette échéance. En fait, derrière, la vie continue. Et voilà, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on peut continuer et on peut avancer. Donc, je te résume tout ça parce que j'avais envie de faire un contenu exhaustif sur l'échec. Et ça, c'était un peu la première partie de ce dont j'avais envie de partager sur l'échec. Ensuite, j'ai réfléchi et ce que je me suis posé comme question, c'est quel sentiment en fait suscite un échec. Donc évidemment, il y a d'abord la honte. Là, en l'occurrence, c'est ce que moi j'ai ressenti. Souvent, quand on parle de sentiment face à quelque chose de douloureux, on va parler de deuil. Et donc la courbe du deuil, on peut peut-être la parcourir rapidement ensemble. Le premier, c'est le choc, quelque chose de difficile. Donc là, en l'occurrence, le choc, c'était le fait de me rendre compte que j'allais pas être capable de livrer le truc et que j'étais en retard. Donc ce pic de stress. Le déni, le fait de vouloir absolument construire quelque chose alors qu'en fait j'étais pas capable. Derrière le deuil, en fait, t'as la notion de colère. Donc c'est vrai que face à un échec, parfois on peut être en colère. On peut reporter la culpabilité d'un échec vers quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a la notion de peur. C'est la peur de se dire mais en fait je vais pas être capable de show up, je vais pas être capable d'arriver et de montrer ce dont je suis capable. La tristesse, ça c'est le moment où tu es au fond du trou en fait, où tu te rends compte que vraiment t'as pas assuré. C'est plutôt après l'événement là où tu commences à réaliser ce qui se passe et à quel point tu as été en dessous de la performance que tu es capable de fournir. Ensuite, il y a l'acceptation. C'est le fait de te dire ok, là tu commences à remonter la pente, tu te dis en fait ok, j'accepte la réalité et ça va mieux aller. Ensuite, il y a le pardon, c'est le fait de te dire ok, en fait j'accepte, et c'est ce que je te disais sur l'aspect le monde s'arrête pas, le monde peut continuer. Tu te pardonnes à toi-même et tu te dis que tu vas aller vers l'avant. Et derrière, il y a la quête de sens, le renouveau. Et ça, tu vas du coup aller vers un nouveau projet, tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Et puis à la fin, il y a la sérénité et la notion de croissance. Et là, c'est le moment où tout va bien, où tu es revenu à un état un peu, un meilleur état que ce que tu étais avant. Et voilà, retour au calme, entre guillemets. Donc, ces étapes-là, elles sont intéressantes parce que ce qu'elles nous disent, c'est que il y a un schéma un peu émotionnel qui suit tout type de choc, tout type d'événements difficiles que tu vas vivre. Un événement difficile, finalement, c'est un peu quelque chose auquel tu dois renoncer. C'est un objectif que tu t'étais fixé et tu renonces à être capable d'atteindre cet objectif. Et le fait de savoir que tu vas passer par tous ces états émotionnels, potentiellement tu vas être obligé de passer par toutes ces étapes. Ce que tu peux te dire, c'est que autant faire en sorte qu'elles aillent vite, autant faire en sorte d'être rapidement en colère, de partir courir et d'essayer de faire des actions physiques, du sport pour évacuer un peu toute la colère que tu peux avoir. Le fait d'avoir peur, c'est normal, autant en parler à ce moment-là, autant parler aux gens pour être capable de faire face du coup à ces difficultés. Pareil pour la tristesse, autant essayer de partager à ce moment-là
ta tristesse, essaie de la communiquer pour l'accepter mieux, pour qu'il y ait des gens qui puissent te dire non mais t'inquiète pas, ça va mieux aller, et pareil, qui puissent te pardonner et puis te motiver à aller vers d'autres choses. Donc c'est vrai que l'échange avec l'autre, c'est toujours quelque chose de productif quand on souffre d'échec, quand on est face à un échec. Et donc, finalement, la lecture a posteriori des événements, plus on est loin et plus c'est facile d'avoir de l'humour là-dessus. Et de pouvoir prendre vraiment du recul. Donc, tout ça, c'était juste pour vraiment mettre en évidence les émotions qu'on peut ressentir face à un échec et cette courbe du deuil qui synthétise un peu toutes ces émotions. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est concrètement qu'est-ce qui fait quelles ont été les causes des échecs. Donc j'en ai déjà cité quelques-unes avec mon exemple. C'est notamment l'excès de confiance en soi. C'est la petite phrase que tu te répètes, c'est bon, je sais faire. T'inquiète pas, je vais y arriver. Et souvent, ça, on se rend compte que c'est assez courant en fait dans notre société, parce qu'on est très souvent censé travailler de manière intergénérationnelle. On travaille avec des plus vieux, parce que la population vieillit, et donc dans les entreprises, il y a des écarts intergénérationnels de plus en plus grands, ce qui fait qu'on a des gens qui font des choses depuis des dizaines d'années, qui ont l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, et il y a des jeunes qui arrivent avec des nouveaux codes, des nouvelles applications, des nouvelles habitudes, des nouvelles manières de communiquer. Et forcément, il y a un clash. Et forcément, que ce soit un vieux qui a envie de s'expérimenter à quelque chose de plus jeune et qui va dire non mais c'est bon, je sais faire, c'est comme ça que tu dois faire, du coup le projet il va foirer parce que potentiellement le vieux n'adopte pas le code des jeunes, et inversement. Parfois on a un jeune qui arrive et par excès de confiance il dit c'est bon, laisse-moi faire, et en fait ce qu'on dit souvent, c'est que les jeunes ont besoin de faire des erreurs pour se rendre compte parfois par leurs échecs pour apprendre en fait. Et c'est vrai que le fait de pas vouloir laisser les jeunes faire des échecs, parfois ça peut être négatif dans le sens où alors je fais vraiment une opposition caricaturale entre jeunes et vieux, mais c'est le but, et puis c'est pas grave en fait. On peut très bien se retrouver vieux avec un esprit jeune et inversement, mais c'est vrai qu'on à force d'imposer un carcan trop fort aux plus jeunes, on peut parfois du coup miner la confiance en eux qu'ils peuvent avoir. Et donc ça m'amène finalement à une autre cause d'échec, c'est l'auto-sabotage. Le fait de manquer de confiance en soi, justement. Le fait d'avoir peur parce que il y a des gens qui t'ont fait peur et qui t'ont dit non mais en fait tu vas pas être capable de le faire, ça va pas marcher, tu pourras pas. Et donc toi du coup tu te fermes des portes. Tu te fermes des portes tout simplement parce qu'en fait on t'a dit que c'était pas possible et du coup tu n'y vas pas. Et ça c'est assez rigolo parce que ça c'est assez caractéristique d'un schéma que j'ai découvert dans un livre sur l'intimidation. Alors je me souviens plus du titre exact, mais je le retrouverai, je le mettrai en description. Et en gros, ce livre, ce qu'il explique, c'est que souvent il y a un schéma comme ça d'intimidation où quelqu'un d'expert, il va avoir tendance en fait à livrer absolument tout ce qu'il sait et à faire peur en fait à quelqu'un qui découvre un domaine. Et a contrario, c'est aussi quelque chose qu'on voit en fait quand chez des jeunes entrepreneurs, et c'est un peu la réponse à la question quelles sont les deux qualités d'un bon entrepreneur quand tu la poses en fait à des gens qui savent ce qu'ils font sur l'entrepreneuriat. En général, ils vont te dire que l'incompétence et l'ignorance, ce sont les deux qualités d'un bon entrepreneur qui débute. Pourquoi ? Parce que un entrepreneur, par définition, il doit résoudre des problèmes. Il va forcément être confronté à une situation d'échec. Et le fait d'être incompétent, ça va le pousser en fait à apprendre. Et le fait d'être ignorant, ça va le pousser à s'attaquer à des problèmes trop gros pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va faire quelque chose qu'un expert n'aurait même pas osé faire. Et c'est ça qui va faire qu'il va se dépasser. Et donc, cette notion d'échec, elle est intéressante là-dessus, sur le fait de surtout pas se mettre de limites, parce que parfois tu sais pas de ce dont tu es capable en fait. Donc voilà, c'est un peu les deux causes profondes sur la notion de confiance en soi. D'avoir un excès ou d'avoir pas assez de confiance en soi, ça peut parfois être la cause de l'échec. Évidemment, après il y a l'incompétence, le fait qu'on savait pas, le fait qu'on n'était pas qu'on n'avait pas été assez averti. Mais il y a forcément une notion de limite en fait, de limite dans la compétence ou de limite dans limite
qu'on se met à soi-même. C'est quelque chose de très important, cette notion de limite, parce que c'est aussi quelque chose qu'on appelle le plafond de verre. C'est une règle dans un livre sur le leadership que j'ai lu également, et ça s'illustre très bien avec l'expérience des frères McDonald, les gens qui ont donc créé McDonald's. En fait, d'ailleurs, il y a un film là-dessus qui retrace leur vie, et c'est hyper intéressant. En fait, faut savoir que c'est donc Ray Kroc, la personne qui a vraiment développé McDonald's et qui a rencontré ces frères-là. C'est un mec qui vendait des milkshakes et enfin des appareils à milkshakes. Et en fait, il a rencontré ses frères et c'est deux frères McDonald's qui avaient créé un fast-food incroyable qui fonctionnait vraiment très bien, qui ont très bien fonctionné dans leur région, mais lui, il a vraiment aidé à démocratiser, à évangéliser cette idée partout dans le monde. Et ce qui se passe, c'est que les frères McDonald's, ils avaient un plafond de verre, un plafond de leadership, qui fait qu'ils voulaient pas en fait aller aussi vite que ce que voulait Ray Kroc. Ray Kroc, lui, il voulait vraiment être capable de dupliquer le système partout. Et quand tu fais ça partout dans le monde, c'est impossible d'être capable de répliquer la même qualité et les mêmes processus que quand tu le fais à l'échelle d'une ville. Et c'est logique en fait, parce que tu vas pouvoir définir un certain nombre de choses, tu vas pouvoir définir une certaine ligne directrice, mais tu peux pas tout contrôler, tu peux pas contrôler absolument toutes les méthodologies, tu peux pas contrôler tous les procédés industriels, tu peux pas contrôler tous les... Par exemple, typiquement sur les milkshakes, les frères McDonald voulaient pas qu'on utilise du lait en poudre ou voilà des composants un petit peu pas naturels. Ils voulaient faire leur milkshake eux-mêmes. Et c'était pas possible en fait d'obliger tout le monde à faire ça, parce qu'en termes de cadence, ça tenait pas. Ça c'est juste un petit exemple, mais répliquer ça sur énormément de choses, bah à la fin Ray Kroc il a juste sorti les frères McDonald et il a racheté McDonald's pour une bouchée de pain. Il les a un peu poussés là-dessus. Puis je t'invite à voir le film pour découvrir un peu cette idée, mais cette notion d'échec, elle est très liée au leadership et aux limites qu'on peut se donner. Et du coup, ça m'amène un peu à la fin de ce podcast et l'idée de cette vidéo. L'idée, c'est de dire que la notion d'échec, c'est un exercice intéressant pour échanger avec les gens, en fait. Parce que tu vas forcément rentrer en profondeur. Quand tu parles d'un échec, tu vas rentrer en profondeur dans ton passé, dans quelque chose qui a été fort, parce que si tu qualifies un événement d'échec, ça veut dire qu'a priori, toi, tu avais envie d'atteindre un objectif, envie de réussir quelque chose. Et donc, moi, je trouve que c'est un sujet que on doit pas forcément aborder de manière publique tout le temps. Moi, je trouve pas ça cool, en fait, quand il y a des gens qui viennent et qui sont ravis d'expliquer qu'ils ont fait une rupture conventionnelle. Je trouve pas ça cool quand il y a un entrepreneur qui vient et qui nous explique que il a tout foiré. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la notion d'apprentissage qu'il a pu apprendre et ce qui peut-être la notion de prévention, le fait de dire attention, moi j'ai eu cet échec et refaites pas les erreurs que j'ai fait, donc ça c'est bien, mais je trouve que il y a quand même notamment sur cette notion de rupture conventionnelle et les notions de carrière, trop souvent on a des gens qui viennent et puis qui sont ravis d'expliquer qu'ils se sont engueulés avec leur boss, que finalement ils étaient pas faits pour ça, etc. On a des tas d'entrepreneurs, notamment d'infopreneurs, qui vont t'expliquer que le salariat c'est pas bien et que parce que eux ont échoué, les autres devraient échouer aussi en fait. C'est un peu ça le problème de l'échec, c'est cette notion de déresponsabilisation, cette notion de bah voilà, en fait, j'ai échoué dans ce contexte, mais vous inquiétez pas, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute, c'est à cause du système. Et ça, le problème, c'est que bah, la personne qui dit ça et qui dit ça de manière publique, elle peut pas être certain de connaître le contexte de chacun des auditeurs de son discours. C'est impossible. Et donc, c'est hyper important de pas non plus se livrer de manière trop publique et de livrer ses échecs comme ça, parce que tu peux jamais contrôler comment ça va être lu, et parfois les gens vont du coup qualifier des échecs qui n'en sont pas, parce que se dire bah non mais en fait finalement je suis en train de reproduire la même erreur, alors qu'en fait ils n'ont pas du tout le même contexte, ils ont juste écouté un mec parler pendant une demi-heure, et tu peux pas traduire la subtilité de tout un événement a posteriori. Et c'est encore une fois, c'est une lecture a posteriori, donc c'est très dur finalement de savoir quelles étaient les causes exactes de l'échec sur le moment, parce qu'après il y a ce que toi t'as lu de l'événement et il y a la réalité de l'événement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet de discussion intéressant à aborder avec des gens pour mieux connaître ces personnes-là. C'est un moyen de bien connaître les gens. Dire finalement, bah toi, c'est quoi ton plus gros échec ? Tu vas tout de suite échanger avec la personne sur des ignorances ou des incompétences profondes que cette personne a eues.
et sur des sentiments assez forts, donc il y a une connexion émotionnelle très forte. Donc c'est utile pour connecter avec les gens. Donc du coup, que ce soit dans une situation de recrutement, dans une situation de collaboration dans ton entreprise, ou ne serait-ce qu'avec ton manager, savoir en fait quels ont été les échecs profonds des gens, c'est une question intéressante que tu peux pas poser upfront comme ça, mais qui est intéressante à poser pour connecter avec les personnes. Puis souvent, quand tu poses cette question-là à des gens qui font le même métier que toi ou la même activité, ça te permet d'avoir énormément de feedback. Et c'est toujours une discussion dans laquelle ce qu'on peut appeler une discussion profonde. Et donc c'est vraiment particulièrement intéressant parce que justement tu vas pouvoir connecter avec les gens. Et la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est du coup, est-ce qu'on peut être fier de ses échecs? Ça dépend de la distance qu'on met avec ses échecs. Ce qui est sûr, c'est que même si on va pas, moi je trouve que c'est pas bien de trop en parler. En tout cas, un échec, c'est forcément un événement fort d'un point de vue émotionnel. Donc du coup, ça renforce ton identité. Ça va construire ce que tu es. Et un échec, c'est un choix de qualifier un événement comme tel. Mais certains vont pas y voir un échec, certains vont juste y voir une expérience. Et donc faut garder en tête que c'est quelque chose de très subjectif. Ensuite, le point intéressant, c'est de se tourner vers le futur, se dire ok, concrètement, peut-être qu'en fait la notion d'échec, c'est un moyen de faire un point sur ton présent pour préparer le futur. C'est un exercice un peu sain de lucidité. C'est-à-dire que tu regardes ta situation et tu dis ok, qu'est-ce qui fonctionne pas aujourd'hui, qu'est-ce que je peux changer. Et ça c'est intéressant parce que tu vas plutôt regarder des micro-échecs, des choses qui fonctionnent pas à court terme, qui dans le quotidien ça te gêne pas vraiment et donc tu vas être capable de vivre avec. Mais tu sais que ça pourrait être mieux si tu arrivais à faire telle chose mieux, si tu avais telle compétence, si t'étais capable de faire telle ou telle chose. Et donc il y a une phrase que j'aime bien là-dessus, c'est when it hurts, do it more often. Donc quand ça fait mal, faites-le plus souvent, à ne pas interpréter n'importe comment. Mais cette notion de faire les choses souvent, ça vient en fait de ce qu'on appelle le DevOps, pour la petite anecdote. Donc le DevOps, c'est le fait de livrer un programme informatique de manière plus régulière. En gros, tu as Mark Zuckerberg qui développe son programme dans sa chambre et Facebook il va le développer et c'est uniquement sur son ordinateur. Petit aparté d'informatique. Donc il développe Facebook, c'est un programme comme un jeu vidéo un logiciel en fait qui va développer et qui est uniquement sur son ordinateur. Pour que Facebook soit disponible partout dans le monde et que quand tu tapes facebook.com, tu puisses te connecter à Facebook, en fait ce programme va falloir l'installer sur un serveur. Donc va falloir un peu comme si tu as par le passé joué à des jeux vidéo genre les Sims ou Age of Empires ou Warcraft ou n'importe quoi que tu dois installer, ou même si tu as installé des logiciels sur ton ordi, tu sais que parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas les bons drivers, ton ordinateur est pas à jour, etc. Et donc par le passé, le développement logiciel, ça prenait des mois, parfois des années, et au moment en fait où on devait installer la version du logiciel sur un serveur, on avait beaucoup le temps en fait. On avait le temps de l'installer parce que on avait eu beaucoup le temps de préparer cette installation avant. Et donc, il faut savoir qu'il y a des développeurs, les gens qui conçoivent les logiciels, et puis il y a des ingénieurs de production informatique qui vont installer le logiciel sur un serveur. Et il se trouve que cette notion d'installation logicielle sur un serveur, elle a été bouleversée par ce qu'on appelle l'agilité, c'est-à-dire de développer des logiciels de manière beaucoup plus régulière. C'est-à-dire par exemple facebook.com, on va mettre 6 mois à le développer, on le livre, et là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que toutes les semaines on va proposer une nouvelle version de Facebook. Et tu t'en rends pas compte, mais ta grand-mère ou Facebook va pas fournir la même version de Facebook à tous ses utilisateurs. Bref, donc c'est un peu une aparté un peu longue, tout ça pour dire que ça vient de là, cette phrase when it hurts do it more often, c'est qu'en fait quand ça fait mal faut le faire plus souvent. Mettre en production une application informatique, ça faisait mal, et du coup ce qu'on a fait c'est que on a mis en place plein de processus pour que ça soit moins difficile de le faire plus souvent. Et c'est un peu pareil avec la notion d'écriture, la notion de podcast par exemple. Ce que je suis en train de faire là, c'est le premier podcast, donc à retenir, ne pas faire de bifurcation et de tergiversation trop longue, mais le fait de faire un podcast de manière régulière, forcément tu t'améliores en fait. Le fait d'écrire un email par jour, forcément tu t'améliores.
Et donc, faut savoir que l'écriture, pour moi, avant, c'était une difficulté qui était monstrueuse. Je pense que c'est dû au fait que quand j'écris à la main, tu t'es pas capable de distinguer ma manière d'écrire un A en fait ou un E, mais chaque lettre que j'écris, il y en a aucune qui se ressemble. Et donc, du coup, j'ai jamais aimé l'écriture parce que j'ai jamais été bon pour ça, malgré des efforts intenses là-dessus. Et le fait du coup de m'être motivé à me dire ok, je vais envoyer un mail chaque jour, j'ai appris à écrire. Alors j'ai peut-être pas une capacité à écrire aussi forte que une capacité d'écriture aussi belle que celle des écrivains les plus connus comme Stephen King, etc. Mais j'ai écrit 90 emails et hier c'était le 90e. Donc là, aujourd'hui, je vais juste annoncer que j'ai lancé ce podcast via un email et je vais continuer en fait à écrire un email par jour. Mais maintenant, j'ai envie de tester un nouveau type d'exercice et c'est cet exercice de podcast pour justement travailler uniquement sur la notion de voix, la notion de parole, le fait de travailler sur la prise de parole en public, sur l'argumentation, sur l'improvisation, sur la capacité à construire un contenu un peu plus intimiste, parce que ça, du coup, tu vas pouvoir l'écouter sur Spotify, sur Google Podcast. Je vais le laisser sur YouTube aussi, mais c'est quelque chose qui s'écoute en faisant autre chose, en faisant la vaisselle, en allant courir. Et voilà. Et donc, du coup, n'hésite pas à t'abonner à ma liste email. Je vais pas forcément faire un podcast tous les jours, mais par contre, je vais essayer de faire au moins, au moins 2 contenus vidéo et audio par semaine. Donc, un le mercredi, un le dimanche. Et donc, n'hésite pas à t'abonner à la liste email parce qu'entre temps, du coup, je partagerai des ressources, des livres, des citations, des petits éléments qui permettent du coup d'être un meilleur active worker. Donc là, aujourd'hui, j'espère que ce podcast t'aidera à mieux gérer les échecs, à mieux les lire a posteriori, et puis à pouvoir connecter avec davantage de personnes. Et sur ce, je te dis à la prochaine.